Bonjour à tous et à toutes. D'abord, on voudrait vous remercier d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire. Je m'appelle Chani, je travaille chez Environnement Côte-Nord pour la démarche à lieu pour la biodiversité, laquelle permet les webinaires qui sont présentement présentés aujourd'hui, ainsi que les précédents et celui de la semaine prochaine. C'est une démarche qui a été rendue possible grâce au financement de la Société du Plan Nord. Donc, on souhaite les remercier également à ce niveau-là. Je vais commencer simplement avec des petits points techniques, puis par la suite, je vais laisser nos présentateurs et présentatrices de la journée prendre le relais. D'abord, on vous demanderait, s'il vous plaît, de garder les micros fermés lors des présentations. Suite à chaque présentation, il va y avoir une période de questions. Donc, à ce moment-là, vous êtes invité, si vous le souhaitez, à ouvrir vos micros pour poser des questions. C'est également possible de poser des questions dans le chat et je vais m'assurer de pouvoir les lire à nos présentateurs et présentatrices. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir M. Patrick Faubert, qui est professeur à l'UQAC et directeur par intérim de Carbone Boréal, ainsi que Mme Michèle Garneau, qui est professeure de son côté à l'UQAM et titulaire de la chaire de recherche CARCLIC. M. Faubert va d'abord parler de la recherche sur la captation du carbone en forêt boréale, ainsi que des bonnes pratiques en matière de compensation des émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, Mme Garneau va discuter de la captation du carbone par les milieux humides. Euh, Sans plus attendre, je vais céder la parole à M. Faubert. Bon webinaire. Oui, merci, Chani. En fait, c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter un peu là, ce qui est fait en termes de restauration de fonctions de puits de carbone en forêt boréale. Je vais vous présenter, ça s'intitule comme suit, donc financer la recherche avec et pour la lutte au changement climatique, le cas de carbone boréal. Je commence par vous expliquer un peu le contexte global dans lequel s'insère le caractère essentiel des solutions fondées sur la nature. Donc, le contexte global en termes de changement climatique, c'est qu'on a en fait, on a l'accord de Paris qui a comme objectif de limiter le réchauffement entre 1,5 et 2 degrés Celsius d'ici 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle qui est autour de 1850-1900 dans les rapports du GIEC. Pour y arriver, le programme sur l'environnement de l'ONU nous indique à chaque année qu'il faut réduire les émissions plus que ce qui est prévu présentement par les engagements de différents pays, ceux qui ont souscrit à l'accord de Paris. Donc, ce besoin de réduction, il est de entre 28 à 42 des émissions mondiales d'ici 2030. Et là, la référence, c'est par rapport à 2019. En fait, il faut comprendre qu'il faut réduire davantage que ce qui est fait présentement. Et les engagements actuels, donc ceux qui ont été formulés là, à la fin de l'année 2024, les prochains vont être à la fin de l'année 2025 avec les conférences des parties en fait, qui se tiennent chaque année. C'est une réduction de 4 à 10 d'ici 2030 des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas suffisant euh, malheureusement. Donc, dans ce cadre-là, s'inscrit, donc, on doit d'abord réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est la première chose à faire. Il vient un moment où il y a des émissions qui deviennent incompréhensibles et là, ben, la compensation peut être utilisée, mais toujours en ayant à l'esprit que la réduction à la source, elle est la première chose à réfléchir, à faire avant dans une gestion de gaz à effet de serre. Donc, pour réduire les émissions ou du moins retirer des gaz à effet de serre de l'atmosphère, il existe des solutions qui permettent de retirer le CO2 de l'atmosphère. Donc, il y a des solutions fondées sur la technologie qui sont, disons, plus émergentes, qui demandent certains financements aussi assez importants qui vont retirer le CO2 de l'atmosphère et ensuite ben, l'enfouir dans des formations géologiques. Donc, ce sont des solutions qui sont émergentes, très coûteuses, avec un niveau de maturité qui est grandissant, mais toujours qui est faible pour le moment. Donc, ce ne sont pas des solutions très efficaces en ce moment pour retirer le CO2 de l'atmosphère. Par contre, ce qui fonctionne très bien depuis des millions d'années, ce sont les solutions fondées sur la nature, donc de capter le CO2 par les écosystèmes terrestres et même aussi marins.
et ensuite de faire un stockage qui est plus temporaire dans certains écosystèmes que d'autres, un stockage du CO2 dans les écosystèmes. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, dans mon cas pour la forêt boréale et dans le cas de professeur Garneau, donc pour les tourbières. Quand on prend donc le dernier rapport du GIEC du groupe 3, là, donc sur les solutions fondées sur la nature, donc en fait le rapport qui nous indique comment réduire nos émissions, si on veut, des pistes de réduction d'émissions pour tous les secteurs économiques, on parle des solutions fondées sur la nature, donc ça implique des solutions qui peuvent être appliquées en agriculture, donc par une gestion de carbone dans les sols. Ça peut être, bon, par exemple, une gestion différente des labours, une gestion différente des cultures ou de la fertilisation azotée. L'agroforesterie, qui peut être en quelque sorte le fait d'avoir des haies brisements ou du moins des cultures intercalaires entre les cultures qui sont plus au champ, si on veut. Aussi l'incorporation de biochar dans les sols, le biochar qui provient de la pyrolyse de biomasse. Donc, c'est un substrat de carbone qui est plus récalcitrant à la décomposition, qui peut finir par se décomposer sur un long terme, mais disons pour un moyen terme, peut être une solution qui permet de stocker du carbone dans le sol. Dans le domaine forestier, on a le boisement, donc le fait de planter des arbres là où ils ne poussent pas naturellement. Ensuite, le reboisement, ça, c'est la pratique courante qui devrait être appliquée, que quand on coupe une forêt, ben, c'est de replanter. Et l'autre solution qui est assez évidente, c'est d'arrêter la déforestation, qui est peut-être moins intuitif ici au Canada, mais dans d'autres pays, qui est une mesure qui est importante à appliquer. Et il y a aussi d'autres solutions dans d'autres écosystèmes, et notamment, donc, et c'est ce que va traiter professeur Garneau après moi, donc la restauration de tourbières ou justement la conservation des tourbières carrément peut être une solution fondée sur la nature qui est très efficace, même qui est plus efficace que la forêt. Donc, quand on prend l'ensemble de ces solutions-là fondées sur la nature et qu'on en fait le bilan, il y a un certain potentiel de réduction de gaz à effet de serre, donc de 8 à 14 milliards de tonnes d'équivalent CO2 par année qui pourraient être captés entre 2020 et 2050. Et ça représente une certaine proportion de l'écart, donc de l'écart de l'effort de réduction qui est à faire pour limiter le réchauffement entre 1,5 et 2 degrés Celsius. Donc, ça représente à peu près de 32 à 82 de l'écart qui est à combler. Tout ça a un coût qui est quand même abordable, si on veut, là, en termes, même si c'est 100 dollars américains, ça demeure un coût qui est quand même plus abordable que les solutions fondées sur la technologie. Donc, c'est ici que s'inscrit Carbone boréal et dont je vais traiter dans les prochaines diapositives. Donc, Carbone boréal, le principe de base, c'est de restaurer une fonction de puits de carbone par la plantation d'arbres dans des endroits où ils ne poussent pas naturellement. Donc, ça, c'est le cas de Carbone boréal. Le cas d'autres solutions dans un milieu académique va demander quand même des défis. Donc, le défi de faire de la recherche sur des solutions pour sur la nature, c'est le temps. Alors, c'est de pouvoir établir des parcelles d'études, donc des territoires qui vont pouvoir être suivis sur plusieurs années, plusieurs décennies, pour répondre à des questions de recherche. L'autre défi, c'est, bon, la recherche ne se fait pas gratuitement, on doit la financer. Et on doit la financer sur ce terme-là qui est assez long, donc qui peut être plus long que les financements conventionnels où on a des financements pour 4 ou 5 ans avec différents fonds publics ou partenaires. Donc, la solution qui est venue à l'esprit du fondateur, qui est Claude Villeneuve, c'était d'utiliser les marchés volontaires du carbone avec Carbone boréal pour financer la recherche sur le fait de restaurer la fonction de puits de carbone en forêt boréale. Donc, c'est le cadre de travail. Donc, Carbone boréal, je vais expliquer un peu c'est quoi et quels sont les scénarios qui nous permettent, de séquestrer du carbone en fait, par des plantations en forêt boréale. Ça a été fondé en 2008 par Claude Villeneuve, qui était mon collègue parce qu'il est décédé subitement l'année dernière, en mai 2024. Donc, il était le directeur de l'infrastructure. Je co-dirigeais avec lui et ben, suite à son décès, je suis devenu directeur par intérim. Donc, ça a été une personne très importante pour moi dans ma carrière. Alors, Carbone boréal, à l'UQAC, c'est une infrastructure de recherche. Je vais expliquer quelques thèmes de recherche dans les prochaines diapos. Et c'est aussi un programme de compensation de gaz à effet de serre par le boisement. On a un volet forestier et un volet agricole que je vais expliquer dans les prochaines diapos.
Toutes nos plantations sont établies en dispositif de recherche qui permet de faire de la recherche, donc pour des étudiants à la maîtrise et au doctorat. Et notre protocole de compensation, de délivrance de compensation de gaz à effet de serre, suit également les normes ISO 14064-2 et on est vérifié par le Bureau de normalisation du Québec également. Donc, on a des plantations en milieu forestier où on va s'installer, dans le fond, dans des dénudés secs en forêt boréale. Les dénudés secs, ce sont des endroits en forêt boréale qui sont disons, des territoires où il y a eu une perturbation et c'est un endroit où il y a, disons, la perturbation demeure pour l'éternité, entre guillemets, c'est-à-dire c'est un état stable de perturbation. Alors, la forêt ne se régénère pas naturellement avec un couvert conséquent dans ces endroits-là. Alors, quand on vient planter des arbres dans ces endroits-là, on devient additionnel à ce que la nature fait. Et c'est comme ça qu'on peut affirmer une séquestration de carbone avec le temps. Donc, on s'installe dans les endroits où il y a un couvert forestier de moins de 25 et de plus d'1 hectare. Le volet agricole, lui, c'est qu'on vient planter des arbres dans des endroits qui sont improductifs pour l'agriculture et qui sont définis improductifs par le MAPAC. Donc, ce n'est pas nous, ce n'est pas le producteur privé, parce qu'on s'installe chez l'agriculteur. Donc, ce n'est pas le producteur privé qui décide que sa terre est improductive, c'est le MAPAC qui va désigner un bout de terre comme improductif. Et concrètement, sur le terrain, ce sont des terrains qui sont très abrupts, où la machinerie ne va pas, donc qui ne sont pas exploitables. Et donc, en plantant des arbres, au lieu de laisser à la nature faire avec différents types d'herbacées, on devient additionnel à ce que la nature fait pour séquestrer du carbone. Donc, le scénario de référence en volet forestier, c'est la plantation d'arbres, de même que excusez, le scénario de projet en volet forestier, c'est la plantation d'arbres et en volet agricole aussi. Donc, pour aller au-delà de la pratique courante, au-delà de ce que la nature peut faire. Donc, Carbone Montréal a 3 hypothèses de recherche et c'est là que je vais commencer un peu à décrire un peu les grandes lignes de la recherche qu'on fait parce qu'en 20 minutes, il faut être assez concis, là. Donc, 3 hypothèses. Donc, l'hypothèse 1 traite vraiment de l'aspect du fond de terrain, si on veut, en volet forestier. Donc, est-ce qu'on pense qu'il est possible de planter des arbres en dénudés secs et de faire en sorte que les plantations donnent des rendements comparables, peut-être pas similaires, peut-être pas égal, mais comparable à une pessière amorce, qui est le type plus commun en forêt boréale. L'hypothèse 2 va découler de l'hypothèse 1, c'est-à-dire ces arbres-là qui donnent un rendement similaire à la pessière à mousse en forêt boréale permettent un stockage de carbone. Euh, donc, il n'y aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu d'intervention, donc de plantation d'arbres en forêt boréale. Et la troisième hypothèse, bien, ça découle des hypothèses 2 et 1, c'est-à-dire que ce principe-là, on peut le qualifier pour un protocole de compensation de gaz à effet de serre avec les normes ISO et permettre de l'offrir au public pour qu'il y ait un accès à une compensation de gaz à effet de serre, idéalement après que les solutions de réduction à la source aient été appliquées. Donc, quelques réponses aux 3 hypothèses, quelques réponses de recherche aux 3 hypothèses après plus de 15 ans d'existence et de plus de 2 millions d'arbres qui ont été plantés. Euh, D'abord, pour l'hypothèse 1, donc, pour pouvoir faire en sorte qu'un dénudé sec devienne autant productif qu'une pessière à mousse, on doit faire un scarifiage du terrain. Donc, c'est-à-dire, si on veut, si on se compare au milieu agricole, si on veut de labourer le terrain, donc retourner le sol. Et on doit, donc, cette pratique-là doit aussi s'accompagner de plantation active d'arbres. Donc, si on a eu des projets où on a seulement mesuré la régénération naturelle après scarifiage, donc sans plantation, il y a des arbres qui se régénèrent naturellement après scarifiage, mais ça ne va pas donner disons, un tonnage de carbone ou une quantité de carbone assez conséquente comparée à la plantation plus proactive. Donc, la préparation du terrain combinée avec la plantation est essentielle. Deuxièmement, donc la deuxième hypothèse, c'est que le stockage de carbone par les plantations en dénudés secs, bien, pour le moment, on doit le modéliser, mais nos mesures de parcelles permanentes sur une base régulière nous permettent de comparer ce que la modélisation a fait. Donc, notre modèle porte sur 70 ans où on a un potentiel de séquestration de carbone de 77 tonnes de carbone par hectare. Quand on le convertit en CO2, c'est 280 tonnes de CO2. Sinon, 0,14 tonnes par arbre quand on est à une densité de plantation de 2000 tiges à l'hectare.
Donc, ça, c'est un article qui est sorti au tout début de Carbone boréal, donc en 2009, qui présente en fait une analyse de cycle de vie où on inclut dans ce potentiel de séquestration-là également les opérations autour de la plantation d'arbres. Donc, c'est-à-dire en fait, la production des semis, le transport des planteurs, bref, toutes les opérations qui impliquent le scarificateur aussi. Donc, et toutes ces opérations-là représentent moins de 0,5 du carbone qui aura été séquestré par la suite. Donc, c'est le facteur pour le moment qui est utilisé et qui est aussi assez conservateur, donc, parce que c'est pour l'épinette noire en forêt boréale. Et troisièmement, ben, donc, ce qui est possible en 1 et 2 disons, permettre d'offrir les compensations de gaz à effet de serre au public et aux petites organisations pour, disons, diminuer, si on veut, pour compenser leurs émissions de gaz à effet de serre. Et ça, selon aussi les normes ISO qui sont standardisées pour le protocole de compensation de gaz à effet de serre. Donc, si j'explique un peu le fonctionnement de l'infrastructure et de la recherche, donc du côté recherche, donc du côté gauche, on a des questions de recherche qui se posent dans le domaine, donc ça peut provenir de la science comme telle, sinon des questions de recherche qui peuvent provenir de nos partenaires précieux que sont le ministère des Forêts, mais également le MAPAC. Donc, avec ces questions-là, on établit des dispositifs de recherche en forêt boréale. Les dispositifs servent à faire des projets étudiants, donc de maîtrise de doctorat, des postdoctorants aussi, et également les professionnels de recherche qui peuvent conduire la recherche sur nos plantations. La recherche, elle est financée par des fonds conventionnels aussi, donc des fonds comme CRSNG ou des fonds qui peuvent provenir du ministère des Forêts, mais elle est aussi appariée avec, donc, on a un financement qui provient de la portion compensation, donc un sociofinancement également qui provient de la compensation. Donc, dans la partie compensation, on a des personnes ou des petits organismes qui veulent compenser leurs émissions de gaz à effet de serre. Ça se traduit par un don à la recherche. Donc, ça se traduit par un don au Fonds de développement de l'UQAC qui est transféré entièrement à Carbone boréal. Donc, la personne qui va compenser va recevoir un certificat disant j'ai compensé tant de tonnes d'équivalent CO2, mais également un reçu de charité pour fin d'impôt. Et d'un autre côté, nous, ben, on a donc la compensation est attribuée avec des arbres qui ont été plantés déjà et tout figure dans notre registre public qui date depuis le début de Carbone boréal. Et le tout est vérifié, dans le fond, par le Bureau de normalisation du Québec. Donc, il y a quelques projets de recherche ici qui sont décrits. Donc, on travaille notamment présentement sur l'effet du scarifière, donc la préparation du terrain, sur la dynamique du carbone dans le sol. On compare aussi les mesures prises sur le terrain par rapport à notre facteur de séquestration, notre facteur de séquestration que j'expliquais tantôt. On a également donc mesuré si la régénération naturelle était suffisante comparée à ne pas planter. Donc, on a travaillé sur ce sujet-là. On a des projets aussi de biodiversité parce que vu que les arbres ne sont pas coupés, on peut se permettre de mettre plusieurs essences sur un même territoire pour avoir un certain bénéfice de la biodiversité. On travaille également sur l'impact de l'albédo sur le bilan carbone. Donc, l'albédo, c'est le fait de rendre la surface plus foncée. Et ça, quand on fait ça, donc par la plantation, la surface donc, devient plus foncée et il est possible qu'il y ait un effet réchauffant contre-intuitif de la plantation parce que la surface plus foncée va réfléchir plus d'infrarouge. Et on doit adresser la question. Alors, donc, on doit répondre à la question, est-ce que l'effet refroidissant de la plantation d'arbres par la séquestration de carbone va être contrecarré par un effet réchauffant encore très incertain de l'albédo qui va diminuer en forêt boréale? Donc, il y a de la recherche qui se fait dans le monde sur le sujet au Québec et également, on en fait avec carbone boréal. Donc, le temps va vite un peu, mais vous voyez un peu qu'on a quand même quelques thèmes de recherche qui sont travaillés depuis quelques années, mais également en cours présentement. Donc, là, vous devez vous demander le facteur de séquestration ou la plantation d'arbres. Donc, comment on peut assurer un certain stock de carbone dans ce cadre-là de boisement où il y a des perturbations aussi qui surviennent? Alors, on a 4 niveaux de permanence qui sont possibles avec carbone boréal. Donc, on a d'abord une permanence qui est légale, donc, c'est-à-dire on a donc les territoires sur lesquels on est installé pour les plantations sont réservés à la recherche. Donc, c'est une entente qui est signée avec le ministère des Forêts. On a aussi le même genre d'entente chez les producteurs privés agricoles.
Donc, c'est 30 ans renouvelable et rien ne nous indique que dans 30 ans, ça ne sera pas renouvelable. Donc, on est quand même assez optimiste pour penser que ça va être renouvelable. Parmi les arbres plantés, donc le niveau 2 de permanence, c'est qu'il y a un tampon de 30. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 30 des arbres qui ne sont jamais attribués pour faire face à certains événements de perturbation. Il n'y en a pas eu beaucoup jusqu'à maintenant, mais on a cette protection-là. On a également une permanence institutionnelle parce que Carbone Boréal est intégré à l'UQAC. L'UQAC, même si ces temps-ci, on entend parler de déficit dans les universités, une université quand même n'est pas sujet à faire faillite très facilement. Donc, il y a une certaine pérennité du fait qu'on est intégré au fonctionnement de l'UQAC. Et également, on a une permanence qui est plus financière, donc une permanence qui nous permet d'exécuter de la recherche si on n'a pas un succès pour des demandes de fonds conventionnels, mais également si on a une catastrophe qu'on ne souhaite pas survient, bien, on peut refaire le stock de carbone. Donc, il y a une certaine permanence financière qui est possible. Donc, là, j'ai parlé dans un monde idéal, dans le fond, carbone boréal ne devrait pas exister. Ça fait un peu bizarre de dire ça parce que la réduction de gaz à effet de serre est vraiment ce qui demeure la priorité. Mais par contre, il y a un temps où il y a des émissions qui ne peuvent pas être réduites. Donc, la compensation peut devenir un outil intéressant, du moins parce que nos ressources actuelles ne nous permettent pas de réduire nos émissions comme on le souhaiterait. On a publié 2 articles de vulgarisation sur le sujet dans la conversation et je résume le tout ici en une diapo. C'est-à-dire que si vous voulez aller vers la compensation après avoir réfléchi quand même très sérieusement à la réduction à la source, il faut suivre ces 8 critères-là ici. Donc, faut que le projet respecte une méthodologie qui est reconnue. Donc, et si on suit le critère 1, par défaut, on devrait suivre les critères 2 à 7. Et le 8e critère porte plus sur des liens avec les autres bénéfices associés à un projet de réduction de gaz à effet de serre, à savoir est-ce que le projet est local, est-ce que le projet va aider la biodiversité. Donc, ça n'affecte pas nécessairement la séquestration de carbone, mais ça va affecter plus les valeurs de la personne qui va compenser. Désolé de passer vite là-dessus, je veux juste terminer pour ne pas trop dépasser mon temps, là. Alors, nous, dans le fond, on encourage des initiatives comme Carbone Boréal à se mettre en place dans d'autres universités dans le monde, parce que c'est un moyen quand même qui fonctionne bien pour financer la recherche sur un long terme. C'est compliqué à installer, mais une fois que c'est installé, il y a quand même beaucoup d'enjeux à traiter, mais c'est un moyen quand même qui est très efficace pour financer la recherche à long terme. Et d'autres solutions, comme par exemple une gestion de carbone dans le sol agricole, une restauration de tourbières également, pourrait suivre un peu le modèle de Carbone Montréal pour financer la recherche. Alors, voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire. J'ai dépassé à peu près d'1 minute mon temps. Je m'en excuse, mais voilà. Merci beaucoup, Monsieur Faubert. Donc, on serait rendu à la période de questions. Si vous le souhaitez, poser vos questions de vive voix, n'hésitez pas à ouvrir vos micros pour les poser. Sinon, je vais aussi surveiller le chat pour pouvoir partager les questions avec Monsieur Faubert. Donc, d'ailleurs, il y a déjà une question pour vous. La question est, est-ce que le carbone séquestré est éligible au marché du carbone du Québec? J'ai cru entendre qu'un protocole standard avait été établi, mais seulement en Ontario. Euh, le marché du Québec, c'est le marché réglementé, donc qui a des protocoles qui sont définis dans la loi comme tel. Au Québec, il y a effectivement un protocole pour le boisement en terre privée. Nous, on est installés sur les terres publiques. Donc, ce n'est pas le même protocole qui est utilisé. On a notre protocole, par contre, qui a été validé par le Bureau de normalisation du Québec et qui est aussi, et aussi les vérifications qui s'imposent par la suite. Donc, ce n'est pas le même protocole, mais il est disponible sur le site de Carbone Boréal. Donc, parmi les critères, c'est d'ailleurs un des critères, tous les documents de projet, les documents de protocole, tout ça, les compensations doivent être disponibles, affichées publiquement sur le site Web. Ça ne doit pas être une information qui est difficile à aller chercher. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions?
Oui, ben en fait, moi j'en ai une. Euh, Merci, Monsieur Faubert, pour la présentation. J'aurais aimé savoir un petit peu plus sur vos projets de migration assistée. Bon, dans le contexte où la forêt boréale est quand même très vulnérable au changement climatique, je comprends que c'est oui une solution nature pour venir capter le carbone, mais la pérennité dépend aussi des dynamiques extérieures, feux de forêt, tout ça. Fait que avec quoi vous expérimentez là, par rapport à la migration assistée ou... Oui, oui, tout à fait. Donc, ça, c'est une plantation qui a été installée en 2014. En fait, toutes nos plantations sont dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, un peu dans le nord du Québec aussi. Euh, donc, c'est une plantation dans laquelle on a pris des provenances d'arbres qui provenaient du sud pour les planter au nord, pour voir comment que le tout se débrouillerait, si on veut, avec le réchauffement du nord, justement. Dans notre département, il y a un collègue, lui, qui a fait un peu l'inverse, qui a pris des provenances du nord pour les mettre au sud. Ce n'est pas un projet carbone boréal. Donc, bref, on n'est pas les seuls qui travaillent sur la question. Il y a beaucoup de projets de migration assistée qui se fait dans le monde forestier. Mais nous, c'était le principe de prendre des provenances du sud pour les mettre au nord et de suivre le tout avec le temps. Les espèces qui ont été plantées, c'est l'épinette noire et le pin gris. Donc, c'est ça. Ouais. Parfait, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, je suis très curieux de savoir la superficie que vous avez en projet actuellement au total. Avez-vous une idée? Oui, 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 oui. En fait, toutes les superficies exactes des plantations sont sur notre site web, là. Donc là, j'y vais sans regarder le site web, là, mais c'est un peu moins donc c'est un peu moins de 1000 hectares qui est utilisé pour les plantations actuellement. Et quand on parle de territoire en forêt boréale, on parle plus de millions d'hectares. Alors, c'est très petit, là. Donc, et aussi, c'est parce qu'il faut en faire le suivi. Donc, notre protocole nous dit de faire le suivi de parcelles permanentes dans chacune des plantations à chaque 10 ans. Donc, il y a une certaine croissance, un suivi à gérer aussi avec le temps, là. Donc, mais c'est autour de 1000 hectares pour le moment. Ouais. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je céderai maintenant la parole à Mme Garneau pour nous parler des milieux humides. Alors, est-ce que vous voyez mon écran plein? Présentement, il n'est pas en plein écran. C'est la question. Il est en plein écran? Non. OK. Alors, je voulais remercier Patrick pour sa présentation puis l'introduction à tout ce qui touche les solutions fondées sur la nature. Ben, c'est plus que ça, un peu votre projet, mais quand même, puis vous faites vraiment du bon travail. Puis j'aurai une question après peut-être à te poser, mais moi, je vais vous présenter. Je travaille sur les tourbières, alors je vais vous présenter notre objet de recherche qui est la captation du carbone par les milieux humides, qui est une solution nature essentielle pour lutter contre les changements climatiques. Puis Patrick l'a mentionné tout à l'heure. Alors, un petit peu, je vais bien m'assurer parce que là, Ju- peut-être pour les gens Juste qui ne pour le savent mentionner pas, que la présentation n'est pas en plein écran. elle n'est pas en plein écran. Est-ce qu'elle est en plein écran maintenant? Toujours pas. Est-ce qu'elle est en plein écran? Non. Voulez-vous me donner une seconde? Je ne sais pas qu'est-ce qui est. C'est parce que j'ai eu un problème tantôt. Alors, il faut que je retourne. Excusez-moi, je prends votre temps. Là, j'essaie de retourner dans les écrans. C'est niaiseux, là. Parce que tantôt, j'ai été obligée. Là, elle n'est pas en plein écran encore.
Non. C'était l'écran 2 tantôt que vous avez sélectionné. C'est ça? Puis Ouais. là, c'est parce que quand j'y demande, il ne retourne pas. Là, je vais rapidement essayer de régler la situation, sinon je vais arrêter ça. Je retourne. Là, je m'en vais à l'écran. Tantôt, j'ai été capable d'aller chercher le deuxième écran. Et là, quand je clique dessus, il ne m'amène pas à l'écran 2 pour une raison que j'ignore. Ben, peut-être juste, dans le fond, si c'est comme ça, peut-être juste grossir le pourcentage en bas là, pour. Ouais. Oh, c'est bête. Le pourcentage en bas, Ouais, grossir mon écran. ouais, Ouais. un peu, si ça. Oh, ouais. Oh, là, ça ne rentre pas dans. Non, c'est ça. OK, bon. Attends, je vais réessayer une dernière fois. Désolé OK. tout le monde. Là, je m'en vais dans l'écran. Tantôt, j'étais capable. Pour une raison que j'ignore, il ne m'amène plus à l'écran 1 ou 2. Fait que je vais être obligée d'avoir beaucoup d'humilité et de vous présenter. Là, c'est pas en plein écran non plus. Là, c'est la Et portion les note notes. qu'on voit. Ouais. Ouais, puis on voit à côté. Ouais. Ouais. Je ne sais pas comment ça se fait tantôt que j'ai été capable d'avoir. Ben, je vais continuer comme ça, par exemple, parce que sinon, je suis désolée, là. Alors, je vous disais que je travaille sur les tourbières, puis sur la captation du carbone dans les milieux humides. Juste pour vous donner un ordre d'idée, il y a dans les tourbières à l'échelle mondiale plus de 500 gigatonnes de carbone. Il y en a presque autant dans les forêts de l'ensemble de la planète. Pour les tourbières et les forêts, ça équivaut, ça dépasse ce qu'il y a comme valeur de carbone stocké dans l'atmosphère. Mais par contre, la superficie des tourbières, les tourbières couvrent à peu près seulement 3 de la surface terrestre. Alors, ça nous met quand même dans un rapport pour être capable d'évaluer la fonction versus la superficie des milieux sur lesquels je vais revenir. Alors, le diagramme que je vous montre ici à droite, c'est justement un diagramme qui a été fait avec la latitude et qui présente les stocks de carbone et qui montre justement qu'au niveau de l'hémisphère nord, les stocks de carbone, la couleur brune, c'est les stocks de carbone dans les sols. La couleur verte, c'est les stocks de carbone dans la biomasse aérienne. Et on peut voir que dans l'hémisphère nord, il y a une concentration vraiment élevée de carbone dans les sols, des tourbières et des forêts. Le rôle des tourbières dans l'atténuation du réchauffement climatique, ben, d'abord, les tourbières, elles absorbent du CO2 atmosphérique, elles émettent du méthane, mais elles absorbent et elles séquestrent du CO2. Et ce qui fait, ce processus-là fait que ces écosystèmes-là sont des acteurs de premier plan dans l'atténuation des gaz à effet de serre. Puis, dans le contexte du changement climatique actuel, ben, ce rôle de séquestration et d'atténuation est fondamental, puis il nécessite une meilleure compréhension pour le maintien fonctionnel de l'intégrité écologique de ces écosystèmes-là qui ont souvent eu la vie dure parce qu'elles ont été drainées, exploitées, etc. Alors, comment le carbone dans les milieux humides se séquestre ou dans les tourbières? Alors, les tourbières, comme j'ai dit dans la diapo précédente, absorbent le dioxyde de carbone par la photosynthèse. Elles vont émettre aussi du dioxyde de carbone, du CO2 et du méthane par des processus de décomposition autotrophes et hétérotrophes. Mais il va toujours y avoir une accumulation de végétaux qui va se faire dans un environnement humide, acide et anoxique, ce qui fait que dans les tourbières, l'accumulation de la matière organique est toujours plus grande que la décomposition. Et ce qui fait de ces milieux-là, ces écosystèmes-là, des puits nets de carbone. C'est pour ça qu'on dit que les tourbières sont des puits nets de carbone. Par contre,
quand on assèche des tourbières causées par le drainage, alors là, vous voyez sur la figure, il y a un pointillé. Il y a un pointillé ici qui est la nappe phréatique. Si on draine les tourbières ou si par des cas de sécheresse, la nappe phréatique s'abaisse, ben, ça va augmenter la décomposition de la matière organique qui va être comme à l'air libre et qui va accroître les émissions de CO2 vers l'atmosphère. Alors, dans ce contexte-là, il y a à peu près un peu moins qu'une dizaine d'années, l'ancien ministre de l'Environnement, David Hurtel, m'avait contacté c'était dans un colloque d'Ouranos, puis il m'avait demandé s'il y avait du carbone dans les sols du Québec. J'avais dit bien oui, naturellement. Et il m'avait demandé si on n'était pas capable de produire une synthèse de la valeur du carbone dans les sols des tourbières et des forêts. Le projet, il nous avait donné 3 mois pour le faire. J'ai fait ça avec un stagiaire postdoctoral que j'ai failli rendre fou parce que le stress était tellement élevé. Mais en même temps, je savais que ça nous amenait, ça ouvrait vraiment pour la recherche, puis la sensibilisation de la conservation des stocks de carbone dans les milieux humides. Alors, ce qu'on est arrivé comme valeur, c'est que si vous regardez, c'est le stock de carbone dans les tourbières et des forêts est à peu près équivalent quand on est dans la partie au-dessus du 55e parallèle n'avait pas été considérée faute de données puis de temps. Mais on peut voir quand même des stocks de carbone équivalents pour des superficies, comme je disais tantôt, à peu près 5 fois plus grandes pour les forêts que pour les tourbières. Et quand on regarde la masse moyenne de carbone dans les tourbières, elle est à peu près 8 fois plus grande que dans les sols forestiers. Alors là, ici, je ne parle pas de la biomasse aérienne, mais je parlais du carbone dans les sols forestiers. À la suite de ce rapport-là, on a émis 11 recommandations qui nous ont amenés après à travailler de façon plus étroite avec le ministère de l'Environnement. Je vais vous le présenter dans les diapos qui suivent. Alors, si on peut, dans une façon un peu plus visuelle, regarder la dynamique de l'accumulation du carbone dans les tourbières et les sols forestiers, les échelles de temps, c'est sûr, ne sont pas les mêmes. Les tourbières accumulent beaucoup plus lentement. Il y a une productivité plus lente puis une décomposition plus lente. Les forêts, les sols forestiers, productivité, mais une décomposition aussi plus élevée. Tous les deux écosystèmes sont vulnérables au changement climatique. Mais l'impact des perturbations naturelles est relativement bas dans les tourbières comparativement aux forêts. Et on regarde la masse moyenne de carbone dans les tourbières comparativement aux forêts, qui est, comme je disais tantôt, de 8 à 10 fois plus élevée. Ça nous a amené aussi à réfléchir. Il y a eu un projet qui a été fait par une de mes étudiantes de maîtrise dans une tourbière forestière de l'Abitibi. Puis, alors, ça nous a valu de faire le palmarès des découvertes de l'année dans Québec Science. Puis, Joanie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris un transect dans une tourbière forestière. Elle a mesuré combien de carbone s'était accumulé à partir du début de la formation, de l'accumulation de la tourbe jusqu'à nos jours. Mais elle a eu la chance aussi, dans cet écosystème-là, d'avoir un horizon de feu qu'on a daté à 200 ans. Alors, elle a comparé la biomasse, le carbone qu'il y avait dans la biomasse des arbres avec le carbone qui s'est accumulé dans la biomasse des mousses de sphagne, du sol des tourbières, de la tourbière, pardon, et on est capable de voir que ici, sur une échelle de 200 ans, la tourbe est 3 à 5, le carbone dans la tourbe est 3 à 5 fois plus élevé que dans la biomasse forestière. Alors ça a été vraiment c'est sûr, c'est une petite étude avec seulement un transect, mais ça nous a amené quand même à réfléchir sur la capacité des tourbières et à justifier le fait qu'on a besoin de conserver, de restaurer les tourbières pour être capable de garder le carbone dans leur sol. Et là, la loi sur la conservation des milieux humides et hydriques a été modifiée en 2017 et la séquestration du carbone a été inscrite dans cette modification de la loi-là. Et le gouvernement du Québec m'a contacté à peu près en 2020 pour me dire, nous, on a besoin vraiment de connaissances sur
le carbone dans les différents milieux humides et où sont les réservoirs de carbone principaux. Ça a été intégré après dans le plan pour une économie verte, le plan de mise en œuvre qui a été défini 2021 à 2026. Et dans l'axe 1, on a comme objectif, le gouvernement a comme objectif d'atténuer les changements climatiques. Dans cet axe-là, deux objectifs importants: éviter la destruction et la dégradation des réservoirs de carbone, puis mieux comprendre le rôle des milieux naturels dans l'atténuation du changement climatique aussi. Alors, on a commencé à développer un programme avec le ministère de l'Environnement sur tout ce qui touche à la captation du carbone dans les milieux humides. La première, pour conserver les milieux naturels prioritaires. Première chose, où sont les réservoirs de carbone? Alors, malgré l'important exercice de cartographie des milieux humides qui est réalisé aujourd'hui, notamment avec le ministère Canard illimité, il n'y a toujours pas de quantification détaillée du carbone qui est cartographié dans les écosystèmes. Alors, on a commencé avec le ministère d'abord pour dire, OK, si on veut commencer à quantifier le carbone, à le cartographier, on devrait développer une méthodologie pour être capable que tout le monde travaille avec la même méthode pour qu'on soit capable de comparer dans les régions les différentes valeurs. Alors, on a produit un guide d'inventaire pour l'estimation des stocks de carbone dans les milieux humides. Actuellement, il y a par les différents consultants, il y a plus de 1000 stations qui ont été inventoriées au Québec. Si on compare ça avec ce qui est fait, il y a 300 stations de stock d'évaluation de stock de carbone dans le reste du Canada pour les milieux humides. En haut, ici, de la diapo, on voit un peu la façon dont la méthode est appliquée et on est capable de voir justement les masses de carbone de façon graphique, les masses de carbone qui se distribuent selon les différents types de milieux humides. On peut voir que il y a le plus de carbone, naturellement, c'est dans les tourbières ouvertes et les tourbières boisées, dans les sols de ces écosystèmes-là. Les marais, les marécages ont moins de carbone accumulé dans leur sol. Par contre, comme dans les marécages et les forêts, il y a plus de carbone accumulé dans la biomasse aérienne, c'est-à-dire dans les arbres. Maintenant, pour être capable de cartographier ce carbone-là, à part les exercices qui sont faits par les consultants, puis aussi, il y a beaucoup d'intérêt actuellement, puis on donne dans les conseils régionaux de l'environnement, dans les MRC, etc., pour que les gens soient capables, chez eux, de quantifier leur valeur de carbone. Il y a un étudiant au doctorat qui fait actuellement la quantification, la cartographie des réserves de carbone dans les différents milieux humides du Québec méridional. Tout ça pour être capable éventuellement d'identifier les hotspots de carbone. Alors, pour être capable après de faire des recommandations pour la protection et la restauration pour les futures pratiques d'aménagement. Ça, je vous présente grosso modo sa base de données. Les points jaunes sont des mesures de profondeur de tourbe qui actuellement a été capable de synthétiser. Et les points blancs sont des valeurs de densité de carbone qu'on a à l'intérieur de la base de données de notre laboratoire. Maintenant, on fait ça, mais aussi, il faut toujours prendre en compte qu'il y a des menaces sur les stocks de carbone dans les milieux humides. Puis ces menaces-là, sont générées principalement par les perturbations naturelles, le changement climatique, comme je l'avais dit tantôt, ou des perturbations anthropiques aussi. Ça a fait aussi qu'avec le ministère de l'Environnement, on nous a dit on a un urgent besoin de données. Les données aussi vont varier selon les régions. Puis, on a besoin qu'il y ait une collaboration entre la communauté scientifique, les différents paliers de gouvernement, c'est-à-dire provincial, municipal, mais nous, on a aussi des collaborations avec le gouvernement canadien, puis les communautés locales, pour arriver à un objectif éventuellement de conservation, de 30 de conservation du territoire d'ici à 2030, comme le souhaite le plan nature qui a été mis en place aussi par le gouvernement du Québec. Alors, pour être capable d'évaluer l'impact des perturbations et la valeur écosystémique des milieux naturels, c'est-à-dire des milieux humides,
ben, on a aussi soumis au gouvernement du Québec une étude sur le cycle du carbone dans les milieux humides qu'on a couplée avec une subvention du CRSNG. Ça, c'est l'équipe des différents professeurs qui sont impliqués avec les différentes universités impliquées. Et ce projet-là vise à mieux comprendre le rôle des milieux naturels dans l'atténuation des milieux naturels, des milieux humides naturels, dans l'atténuation du changement climatique. C'est actuellement la première province canadienne à supporter le développement d'un programme national d'acquisition de connaissances, sur le potentiel des milieux humides à limiter le changement climatique. Alors, c'est un projet de recherche qui vise 4 types de milieux humides, mais en comparant les valeurs de carbone dans des milieux humides naturels avec des milieux humides perturbés. Il y a 3 axes principaux. On fait la captation à long terme du carbone dans la biomasse végétale et les sols au cours des derniers siècles et décennies. On fait des bilans annuels de carbone à partir de l'installation de flux, de mesures de flux de carbone en utilisant des tours qu'on appelle à covariance de turbulence. On fait aussi des mesures des exports par voie aquatique du carbone qui est exporté, soit en conditions naturelles ou en conditions perturbées. Et par après, on va faire un bilan écosystémique net du carbone dans les différents écosystèmes en intégrant les continuums terrestres aquatiques. Alors, on a 4 types de milieux humides, comme je disais. On fait marais littoral, tourbière ouverte, tourbière boisée et marécage arborescent en conditions naturelles et perturbées. On a aussi une 9e tour qui a été ajoutée par une professeure de McGill dans un marais restauré du lac Saint-Pierre. Et là, à la fin des 5 années, on va être capable de dire, parce que quand j'ai parlé tantôt qu'on a besoin de savoir qu'est-ce que les perturbations naturelles ou anthropiques génèrent comme gaz à effet de serre, on va être capable de donner des valeurs quand on draine un milieu humide avec le réchauffement climatique, qu'est-ce qui est émis de ces milieux-là lorsqu'elles sont soumises à des pressions, notamment des pressions anthropiques, versus quand elles sont en conditions naturelles relativement équilibrées. Alors, tout ça va nous aider à améliorer les pratiques d'aménagement et les futures politiques de conservation des milieux humides. On souhaite que les données scientifiques solides qu'on va générer viennent supporter les prises de décision futures. Puis, on est vraiment conscient que le transfert de connaissances depuis ce qui est généré dans les universités soit fait. Pour nous, c'est fondamental que ça soit fait, que ça revienne dans au niveau des différentes prises de décision. On a commencé à installer les tours. C'est un réseau de tours qui va s'installer dans le sud du Québec principalement. Et on a ici, je vous présente au lac Saint-Pierre, dans un marais perturbé, qui est perturbé, qui est en champ agricole. Et si vous allez sur le site du projet carbonique, bien, vous êtes capable de voir les données en temps réel qui sont partagées. Souvent, il y a de la respiration, c'est-à-dire il y a des émissions pendant la nuit, puis il y a de l'absorption pendant le jour. On a actuellement aussi, là, je vous donne le lac Saint-Pierre, mais il y a deux autres tours en milieu naturel au sud de Shawinigan, dans la tourbière de Lac-à-la-Tortue, tourbière forestière et tourbière ouverte. Les données roulent actuellement, puis peuvent être observées en temps réel aussi. Alors, en résumé, le GIEC soulevait déjà en 2007 le manque de connaissances entre les cycles biogéochimiques des tourbières et le climat. En 2013, le GIEC confirmait la capacité des tourbières, des milieux humides, à atténuer naturellement le carbone atmosphérique, et même lorsque les émissions de méthane sont prises en compte. Puis aujourd'hui, avec le programme d'acquisition de connaissances qu'on a mis en place à l'UQAM, mais qui percole, qui se fait aussi avec plusieurs universités québécoises, le Québec, je pense que ça vaut la peine de le dire, qui est devenu un chef de file canadien en s'engageant à améliorer les connaissances sur le potentiel de séquestration du carbone des différents milieux humides soumis à des pressions naturelles et anthropiques, à soutenir la conservation, la réhabilitation
et la gestion des milieux humides afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre vers l'atmosphère, puis aussi outiller les différents paliers de gouvernement dans la réalisation de plans régionaux pour la conservation et l'aménagement des milieux humides et hydriques. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous présenter de façon extrêmement rapide, puis vous m'excuserez encore une fois pour le petit problème avec le partage d'écran. Merci beaucoup, Madame Garneau. On en serait rendu à la période de questions. Encore une fois, n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour la poser de vive voix ou à l'écrire dans le chat. Je tiens à mentionner qu'il y a eu un commentaire dans le chat pour dire bravo, c'est impressionnant comme recherche. Ah, ben merci. De la part de Charles. Exactement. Moi, Pas j'avais de questions, éventuellement une je pourrais- question. Ah, OK. Oui. Oui, en fait, donc je comprends que, mais je trouvais pas que vous, en tout cas, voilà, j'étais en train de chercher où lever la main, mais c'est dans sûrement, voilà, réagir. En fait, je me demandais, sur la côte nord, vous avez des collaborations donc pour acquérir des informations donc sur les milieux humides également, parce que j'ai vu des points sur votre carte, et puis, ben, je sais pas, ouais, si vous avez plus d'informations à nous dire sur les projets en cours sur la côte nord. Là, je sais pas. Il y a eu une demande de financement qui a été déposée en 2 creux, c'est ça? Pour lesquels on a donné notre appui, puis pour lesquels aussi on s'est engagé à aller faire des inventaires de carbone à partir de la méthode de carbone en septembre prochain. Puis là, on va inviter aussi les équipes s'ils veulent nous accompagner sur le terrain, c'est ça l'objectif, pour former les gens pour qu'après, avec la méthode carbone, parce que c'est une méthode au terrain, hein? Alors nous, on fait les analyses en laboratoire pour être capable d'acquérir les données de carbone à partir des analyses en laboratoire, mais avec ces données-là, on génère comme une régression et chaque région va être capable, avec une profondeur de tourbe, d'obtenir sa valeur de carbone dans les milieux humides, dans les différents types de milieux humides de leur région, grosso modo. Là, je grossis vraiment, là, mais alors oui, pour la Côte-Nord, ben, nous, on avait déjà fait des études quand même dans d'autres contextes, là, mais où on a des valeurs de carbone à Bécomo, dans la région d'Arc-Saint-Pierre. On a jusqu'à Kegaska, dans le bassin versant de la rivière Romaine, sur les îles Mingan. Mais là, spécifiquement, avec le projet des creux, il va y avoir d'autres données qui vont être récoltées puis partagées. Super, ben merci. Cette méthode-là, pour vous dire, c'est que il y a une application. Alors, les gens sont capables de rentrer les données avec la profondeur, leur profondeur, parce que c'est pas à eux à prendre la régression puis à faire le calcul de carbone, mais il y a une application qui est développée avec nous, avec l'aide du ministère, où vous pouvez rentrer vos données. C'est une application, un Survey 1, 2, 3, là, 1, 2, 3, puis vous allez être capable d'avoir vos données. Puis ça peut aider régionalement je pense, à prendre des meilleures décisions après pour être capable de mieux gérer le carbone dans les milieux humides, puis le laisser là où il doit être. Absolument. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, j'en aurais une, puis elle est probablement pour les deux intervenants. Je vais m'amuser à mélanger les sujets un peu, parce qu'on comprend suite aux recherches présentées par Mme Garneau que le potentiel est intéressant dans les tourbières, mais ça évoque quand même une question que je trouve intéressante. Est-ce que serait possible, l'état des connaissances n'est peut-être pas suffisant en ce moment-là, mais de venir créer des outils de restauration de milieux humides pour les convertir en outils de compensation carbone, ultimement, pour faire du financement? Est-ce qu'il pourrait avoir des
des projets qui joueraient dans ces deux eaux de recherche-là, où j'ai vu rapidement dans les milieux humides, il y avait aussi une tourbière boisée. Est-ce qu'il y a quelque chose, des ponts à faire avec les deux sujets? Ben, je vais commencer, Patrick, tu pourras peut-être. Euh, Nous, on ne travaille pas sur la restauration. Il y a des groupes, surtout à l'Université Laval. Il y a toute l'équipe de Lynn Rochefort ça fait des décennies qui ont développé des techniques extrêmement efficaces pour la restauration des tourbières, notamment. Il y a maintenant Monique Poulain qui est à l'Université Laval aussi, qui travaille, là, qui a développé des projets de restauration plutôt pour des marais marécages, surtout des marais. Mais je pense que oui, effectivement, qu'il peut avoir un arrimage, un couplage entre les deux. C'est sûr que restaurer des tourbières, c'est plus difficile que planter des arbres. Ça demande des techniques, des efforts beaucoup plus considérables. C'est pour ça que nous, on essaie de travailler à mettre en valeur le carbone dans ces milieux-là pour que le moins possible il soit détruit après. Puis là, je laisse la parole à Patrick, puis qui pourra parler peut-être aussi parce que je pense que tu as eu un passage académique dans l'équipe de Lynn Rochefort aussi. Oui, oui, j'ai fait ma maîtrise avec Lynn il y a quelques années. Là, je dirais pas, ça va dire mon âge, mais bon, il y a à peu près une vingtaine d'années. Alors, puis j'ai toujours des contacts avec Lynn aussi, ici et là. Alors, euh, justement, ce que Lynn avait trouvé là, quand elle avait trouvé en Écosse, il existe un protocole, il s'appelle Peatland Code, qui existe pour la restauration de tourbières qui peut générer des crédits carbone. Bon, c'est ce que j'avais compris là. Au Québec, il n'y a rien qui existe pour le moment, mais faut faire attention. Je n'ai pas eu le temps de vraiment bien l'expliquer là, pour les critères, mais il faut faire attention au scénario de référence. Donc, si la loi oblige à restaurer, ça ne devient pas additionnel et ça ne peut pas se traduire en crédit carbone. Donc, ça, c'est un frein, si on veut. C'est un frein pour les crédits, mais ce n'est pas un frein pour la séquestration de carbone parce que la loi l'oblige. Il y a aussi des impératifs économiques que l'industrie va peut-être rencontrer à restaurer des tourbières. Donc, ça coûte quand même de l'argent, tout ça, par hectare, là, c'est pas donné. C'est ce qu'on encourage, mais c'est quand même cher. Et là, peut-être que l'investissement de restauration versus les crédits carbone récoltés sur un terme là, assez long qui va dépasser la vie de la personne qui a mis en place le projet, là, ben, ça devient moins intéressant. Donc, peut-être pour les crédits carbone, c'est pas impossible, mais faut le planifier. Euh, donc voilà, c'est ce que. Mais ça existe en Écosse quand même. Ouais. Merci d'avoir répondu à ma curiosité. Il y avait une question dans le chat, en fait, pour savoir s'il était possible de partager le lien vers le sondage de profondeur de tourbe. Je présume que ça fait référence à l'application dont parlait Mme Garneau. Ah oui, OK. OK. Je vais y répondre à Charles parce que je le connais. Ah, parfait. Donc, En fait, il peut aller chercher, je ne sais pas s'il est encore en ligne, il peut aller chercher le guide. Il est en ligne sur le site du ministère de l'Environnement. Puis, à ce moment-là, il peut avoir les données nécessaires. Sinon, il pourra me contacter. Donc, juste avant qu'on se quitte, vous devrez voir apparaître sur votre écran un petit questionnaire. C'est dans le but de pouvoir nous permettre de nous améliorer en continu. Également, simplement mentionner qu'il nous reste un dernier webinaire la semaine prochaine qui va, lui, toucher à la question du verdissement.
Donc, on va voir une première présentation par Jane Chambers Evans, qui est conseillère municipale pour la municipalité de Tadoussac, qui va parler notamment de leur politique de l'arbre qu'ils sont en train de développer. Et il va également y avoir 2 architectes paysagistes de la firme Rousseau-Lefebvre qui vont venir pour parler du verdissement pour les institutions, commerce et industrie, donc les fameuses ICI. Donc, encore une fois, merci à notre conférencier, notre conférencière. Merci pour votre présence et bon après-midi à tous.